Tout a commencé il y a 40 ans en Angleterre avec 3 lettres magiques. FIV pour fécondation in vitro, une technique révolutionnaire pour les couples stériles. Outre-Manche, le public est sous le choc d'une science qui parvient à se substituer à la nature lorsque naît Louise Brown, le premier bébé éprouvette au monde conçu en dehors du corps. Dans l'esprit de nombreuses personnes à cette époque, concevoir artificiellement ne pouvait enfanter que des monstruosités. C'est une fille, comme prévu. Un beau cri de bébé en bonne santé. Une belle peau toute rose. La fécondation in vitro permet de créer des embryons en laboratoire. Pour y parvenir, on prélève des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes, puis on les mélange dans une éprouvette. Les spermatozoïdes fécondent les ovules, qui se divisent et deviennent des embryons. Après quelques jours de culture, ils sont implantés dans le ventre de la mère. Ce qui a fini par être bien accepté en Angleterre déchaîne les passions en France lorsque naît 4 ans plus tard Amandine, le premier bébé éprouvette français, le 20e au monde. La science a-t-elle des limites? Qui doit fixer ses limites à la science? Et au nom de quelle valeur peut-on fixer ses limites à la science? Quel droit, quelle morale, quelle éthique? 3 mots que vous allez entendre répéter souvent dans cette émission. Il y a le professeur agrégé René Friedman, le voici près de moi, l'accoucheur. Monsieur Jacques Testard, docteur en sciences, biologie, responsable de la fécondation en éprouvette. Ce genre de technique, ça ne vous pose pas de problèmes moraux particuliers? Monsieur Testard. Non, s'il s'agit de la fécondation in vitro pratiquée à l'intérieur d'un couple avec les spermatozoïdes d'un homme et l'ovule de sa femme, d'ailleurs qu'il soit marié ou non, ça ne nous pose pas de problème, nous croyons qu'il n'y a pas de problème éthique. Simplement, je crois qu'on va en parler, c'est que très vite, il y a de nouvelles techniques qui peuvent venir s'ajouter à celles-là et qui, cette fois, peuvent poser problème. Et on est encore dans une phase de recherche très importante et il ne faut pas qu'on oublie que c'est vraiment un début de travail et ne pas considérer, même si ensuite on va parler d'autres problèmes que peuvent poser sur le plan éthique, et je crois que c'est important d'y penser dès maintenant, mais sur le plan médical, c'est encore bien fragile. Vous voulez dire que c'est pas de la routine? C'est loin d'être de la routine. 35 ans plus tard, les fécondations in vitro se pratiquent tous les jours dans le monde entier. Aujourd'hui, environ 350 000 enfants naissent ainsi chaque année. 3% de toutes les naissances dans les pays occidentaux, 3 pour 1000 dans le reste du monde. Un marché de 20 milliards de dollars à l'horizon 2020. La procréation médicalement assistée essaime jusqu'en Inde. Moins chère qu'en Occident, elle attire une large clientèle. Voici l'une des meilleures cliniques au monde. Le docteur Nayana Patel, qui la dirige, l'a baptisée Akanksha, ce qui signifie le désir, le souhait. Elle a de très bonnes chances de pouvoir concevoir naturellement. Ok, c'est fait. Ici, on fait tout. Du laser à la dernière technologie de vitrification d'ovocytes. On a le plus grand congélateur au monde pour les ovules, le sperme, les embryons. Tout ce qu'il est possible de demander en matière de traitement de l'infertilité, on peut le faire. Avec une telle technologie, le docteur Patel réalise ici environ 1000 fécondations in vitro par an. Pour créer un embryon, il faut faire une fécondation in vitro. De façon naturelle, elle ne produirait qu'un ovule par cycle. Mais là, pour faire une FIV, on a besoin d'une bonne cohorte de 6 à 7 ovocytes. Tout est prêt pour l'ICSI, l'injection du sperme dans l'ovocyte. On peut voir les spermatozoïdes qui bougent sur le bord de la gouttelette. Ils gigotent.
Voici l'ovocyte. À l'aide de ces outils, je vais doucement injecter le spermatozoïde. Et c'est fait. C'est un embryoscope qui permet d'effectuer des time-lapse. On peut surveiller 6 embryons à la fois. Voici une vidéo du développement complet des embryons. Ici, on voit la durée. On peut donc montrer aux patients comment leur bébé grandit dans le labo. On peut aussi les regarder un par un. On détermine quel embryon se développe bien et on choisit le plus viable pour l'implanter. En moyenne, il faut 4 tentatives de fécondation in vitro pour parvenir à la naissance d'un enfant. Un taux de réussite aussi bon que dans la nature. Un couple fertile de 25 ans qui fait régulièrement l'amour a lui aussi une chance sur 4 de faire un bébé à chaque cycle. Le docteur Nayana Patel, avec son équipement dernier cri, obtient, elle, une naissance une fois sur 2. Il est costaud, hein? Dieu le bénisse. Laissons-le dormir. Méchant docteur. Fais dodo. Fais dodo. Au fil des années, les techniques médicales ont évolué du traitement de la stérilité féminine à celui de la stérilité masculine. Elles sont aujourd'hui considérées comme un recours presque naturel. Mais ça ouvre aussi les esprits à fabriquer un enfant artificiellement. C'est-à-dire il est naturel de faire une fécondation in vitro, on peut dire. Autrement dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vient empêcher tout ce qui pouvait composer les charmes de la vie. Alors, de la vie d'antan, si je dis ça, on va dire « Oh, c'est un conservateur ». Mais il faut dire quand même que de faire l'amour dans un lit, c'est plus marrant que d'aller se branler dans un laboratoire.